Bonjour Arthur. Bonjour Justine. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, mais tout d'abord je voudrais quand même te remercier pour ton invitation, j'en suis ravi. Avec plaisir. Donc moi c'est Arthur, 27 ans, diététicien nutritionniste depuis 2017. Donc j'ai été formé en Belgique à la Haute École Provinciale du Hainaut à Tournai, donc juste sur le lieu de tournage. J'ai ensuite continué en fait avec 2 masters en sciences. Un master en sciences biomédicales à finalité nutrition humaine à l'UC Louvain à Bruxelles. Et un deuxième master que j'ai terminé en 2022, un master 2 en biologie intégrative et physiologie, parcours physiologie, physiopathologie humaine sur Paris à la Sorbonne. Et entre-temps, donc je me suis beaucoup investi dans mon association professionnelle, donc l'ASBL Les Diététiciens UPDLF. Et j'ai également un média qui parle de nutrition et qui réalise des podcasts. Génial, on mettra évidemment tout ça en description pour que les gens puissent aussi s'abonner. Alors, tu viens de dire que tu es diététicien et pour autant, tu n'as pas de patient. C'est vrai, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de cette facette du métier que nous, on ne connaît peut-être pas ? Enfin, comme moi, en tout cas, je ne connais pas spécialement. Donc moi, comme je l'ai dit, à la base, j'étais désireux de continuer à approfondir mes connaissances en physiologie, physiopathologie, etc. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai continué par des masters. Donc je me destinais pas forcément à faire des consultations ou être en hospitalier en tant que diététicien. Je voulais notamment travailler dans la recherche, et donc pour travailler dans la recherche, en tout cas en Belgique, il faut faire un master, et donc j'ai choisi le master en sciences biomédicales. Et de là, j'ai continué avec ce deuxième master, et là je m'oriente vraiment vers cette carrière professionnelle dans la recherche, ou en tout cas dans les institutions qui tournent autour de la recherche. Donc par exemple l'ANSES, qui est l'agence française de la sécurité de la chaîne alimentaire. Et voilà, donc moi effectivement, comme tu as dit, j'ai pas de patient, mais je me suis toujours investi en tant que diététicien très tôt, même déjà étudiant. Et d'ailleurs, c'est pendant la pandémie que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'ASBL, les diététiciens UPDLF, et où j'ai notamment, je suis rentré dans ce qu'on appelle des groupes de travail, notamment le groupe de travail sur l'écologie alimentaire dans un premier temps. Donc c'est un groupe qui est supervisé par le professeur par Pierre Garin, donc qui est actuellement le vice-président de l'ASBL, les diététiciens UPDLF. Et donc dans ce cadre-là, on réalise des brochures, des affiches, des flyers. On fait aussi des conférences sur le thème méconnu de l'écologie alimentaire. Et puis j'ai eu la chance d'entrer dans un deuxième groupe de travail, qui est le GD Sport. Donc là, c'est plutôt sur la thématique de la nutrition du sportif, qui est supervisé par Serge Peters, donc diététicien spécialisé chez les sportifs de haut niveau. Donc c'est le diététicien qui accompagne les athlètes belges pour les Jeux Olympiques, notamment, et qui est l'ancien président et membre fondateur de l'organisation. Voilà un petit peu le topo. Donc ensuite, je me suis, après avoir intégré tous ces groupes de travail, j'ai voulu encore plus m'investir dans l'ASBL, et donc je suis devenu membre effectif. C'est-à-dire que j'aide le conseil d'administration dans ses missions, qui est de promouvoir le métier de diététicien, d'éduquer aussi les patients, dans tous ces missions qui me semblent essentielles. Okay. Voilà un petit peu le topo. Et là, pour te dire, j'envisage en fait de candidater dans le conseil d'administration de l'ASBL, et on a d'ailleurs une assemblée générale extraordinaire prochainement, où j'ai déposé ma candidature. Voilà. Okay. Et qu'est-ce que ça va t'apporter de devenir membre du comité là alors ? Comme je l'ai dit, là actuellement je suis que membre effectif, donc je suis vraiment en soutien du conseil d'administration. C'est-à-dire que je les aide par exemple pour préparer les journées d'études, pour tenir parfois des stands dans des congrès, etc. pour eux. J'ai un pouvoir décisionnel, donc je peux participer du coup à certaines réunions en présence du conseil d'administration et prendre des décisions avec eux. Mais ça reste tout de même limité par rapport à l'action d'un membre du conseil d'administration. Okay. Donc là, le but, c'est vraiment de me permettre de pouvoir vraiment m'investir pleinement dans cette association,
parce que moi je trouve que c'est réellement important que les diététiciens en fait s'affilient à leurs associations professionnelles. Donc que ce soit l'UPDLF en Belgique, du côté francophone, après il y a le côté l'association néerlandophone, donc la VBVD, mais en France il y a la FDN, au Luxembourg il y a aussi une association, etc. Et donc moi je trouve ça vraiment important parce que on manque en fait d'affiliés. Et sans affiliés, on manque d'argent. Et l'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans notre société. Et donc, on peut pas défendre correctement actuellement le métier de diététicien avec aussi peu d'adhérents. Et moi, ce que je dis toujours aux diététiciens que je rencontre, c'est que en s'affiliant pas, en fait, on se tire une balle dans le pied, tout simplement parce qu'on peut pas être défendu par un conseil d'administration qui le fait bénévolement. Donc toutes les missions du SIA, c'est-à-dire les réunions hebdomadaires, la défense du métier auprès des institutions, la création de brochures, d'affiches, etc., les journées d'études, ils sont pas rémunérés. Ok. Donc c'est totalement gratuit. Et du coup c'est forcément limité. Oui. Par exemple pour l'association belge, donc l'UPDLF, on n'est pas financé par l'INAMI. Donc qui est un petit peu l'équivalent de la sécurité sociale en France. Et donc forcément sans budget, c'est vraiment grâce en fait aux affiliations des membres que l'association peut tourner et subsister. Ok. Donc là pour le moment, tu ne peux pas gagner d'argent avec le travail que tu fais à l'UPDLF. C'est ça. Ça a déjà été en cours de discussion au sein du CA. Ça a pour le moment jamais été validé par vote. Mais moi, j'estime qu'on doit se professionnaliser et donc être rémunéré pour le travail qui est colossal et qui est exercé par les membres du conseil d'administration. Ok. Concrètement, pour moi et pour les diètes qui vont aussi écouter, qu'est-ce que ça nous apporte de s'affilier, que ce soit à l'UPDLF ou alors à la FDN, concrètement au quotidien? Donc je pourrais pas m'avancer pour la FDN. Ouais. Vu que du coup moi-même je ne suis pas affilié, bien que j'ai déjà pensé à m'affilier aux deux associations vu que je réside dans les Hauts-de-France malgré ma proximité avec la Belgique. Mais en tout cas pour l'UPDLF, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment une véritable défense du métier. Donc on est en contact, en tout cas le conseil d'administration est en contact régulièrement avec les instances politiques pour essayer de faire avancer les choses, pour valoriser la profession de diététicien. Il travaillait là récemment sur un arrêté royal pour mieux définir les missions des diététiciens, pardon. Quoi d'autre, il s'attarde aussi sur la formation continue. Parce que là actuellement il y a pas de formation continue obligatoire, en tout cas en Belgique. Je pense que c'est le cas également en France, il n'y a pas de formation continue, alors que ça aussi c'est un de mes chevals de bataille. Il faut se former continuellement quand on est professionnel de la santé, parce que tous les jours il y a de la recherche qui est effectuée par tout un tas de groupes, qui fait qu'on doit se mettre à jour tout simplement. Les pratiques d'il y a 20 ans ne sont plus les pratiques d'aujourd'hui. Et ils vont encore évoluer par rapport aux pratiques de demain, tout simplement. Notamment, on peut, par exemple, un exemple concret, avant, on disait aux diabétiques de manger des aliments qui étaient le sucre était remplacé par du fructose. Et maintenant, on se rend compte que ça provoque la maladie du foie gras. Donc, maintenant, on conseille plus aux gens de manger des biscuits, par exemple, riches en fructose. Ce qui avant pouvait être le cas, puisqu'en fait le fructose, même si ça reste un sucre simple, est métabolisé beaucoup moins rapidement en glucose, et donc on pensait que parce que ça n'avait pas d'impact majeur sur la glycémie à court terme, ça allait être bénéfique, mais au final en fait on a juste déplacé le problème au niveau du foie. Et donc tu es en train de dire que l'UPDLF crée des journées d'information, ce genre de choses pour donner de l'info pour les diètes en fait, c'est ça? C'est exactement ça. Donc historiquement, c'était une journée par an, comme la FDN, mais là, depuis cette année, on organise 2 journées. Il y a déjà eu une journée qui a été réalisée en début d'année sur le thème de la santé intestinale. Okay. Et donc, on a fait intervenir des docteurs, des diététiciens spécialisés dans tout ce qui est prise en charge des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, comme je l'ai dit, il faut savoir que dans l'UP, on a décidé de s'organiser en groupe de travail. Donc, au sein de l'UP, en fait, on a un groupe de travail qui
est spécialisé dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Et donc, c'est en collaboration avec ce groupe de travail qu'on a organisé cette journée qui a été, on peut le dire, un bon succès. Il y avait des intervenants de très bonne qualité. Et voilà, bien vraiment, en fait, je pense que les diététiciens se rendent pas compte de tout ce travail en fait qui est effectué dans l'ombre par les conseils d'administration de ces associations pour essayer de se faire, de valoriser la profession. Et je pense que c'est vraiment important de le signaler et que oui, il faut s'affilier, même si on a l'impression que on n'a pas de bénéfice direct de cette affiliation. En fait, on a un bénéfice même s'il est indirect. Et ça coûte combien ? Alors, en Belgique, il me semble que c'était 110 € l'année, mais je me trompe peut-être. En tout cas, c'est si on compare par exemple avec l'association néerlandophone, c'est moins cher. Je pense qu'ils sont beaucoup plus élevés. Je crois que c'est 150, 160. On est quand même beaucoup. Moins de 10 € par mois, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment pas cher pour une année. Et puis, voilà, pour tout le travail qui est effectué, moi, ça me dérangerait pas de payer plus. Personnellement. Après, voilà, chacun. Je sais aussi que c'est compliqué parce que comme on n'est pas valorisé, il y a parfois certains collègues qui ont du mal à vivre de ce métier. Surtout en France, les salaires sont quand même assez bas, je trouve. En Belgique aussi, mais en France, c'est quand même compliqué de pouvoir en vivre, en tout cas, personnellement. Je sais pas. Diététicien indépendant. Ça dépend toujours du nombre de patients, en fait. C'est possible, ouais. Ouais. En tout cas, en hospitalier, je pense en France, les salaires sont beaucoup plus bas. Enfin, voilà un peu le topo. Affiliez-vous, voilà, c'est mon cheval de bataille. Et il y a d'autres journées qui sont prévues. T'as dit qu'il y en avait une par an. Est-ce qu'il est prévu d'en faire un peu plus ? Donc cette année, il y en a 2. Ah, il y en a une deuxième. La deuxième journée, je pense le thème n'a pas encore été défini par le conseil d'administration, parce que comme je l'ai dit, là on est en pleine réorganisation, donc on a un conseil d'administration parce qu'en fait le mandat de certains, du conseil d'administration en fait arrive à terme, et donc il faut les réélire ou voter pour de nouvelles personnes. Okay. Et donc c'est aussi pour travailler avec eux que j'ai mis ma candidature, parce que du coup voilà, ça va faire un peu plus de 4 ans que je suis investi avec l'UPDLF, donc notamment via le groupe de travail sur l'écologie alimentaire. J'ai participé à des affiches, à des brochures, j'ai participé à des congrès. Par exemple, j'ai fait un congrès sur l'écologie alimentaire à Arcachon pour la Société française du diabète, la partie pour les paramédicaux. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient pour informer aussi, pour former, informer, défendre. C'est ça le cheval de bataille, en tout cas de l'UPDLF, et je pense aussi des autres associations de diète. Ok, ça marche. Bon, le message est passé. Alors, tu es aussi membre de alors je sais pas comment on le dit, l'AFEO. L'AFERO. l'AFERO. Ah ouais, voilà. Donc l'Association française d'études et de recherche sur l'obésité. Ouais. Et donc, c'est aussi ça, ce dont on va parler pendant ce podcast. On va parler de l'obésité. Donc, large sujet. Large sujet. Et puis, on va aborder l'obésité plus d'un point de vue un peu, comme tu as fait des études en physiologie, on va aborder plutôt ce thème-là, puisque comme tu n'as pas de patient. C'est vrai que j'ai pas de patient. Donc, voilà, on va pas être sur les conseils ou les tips, les anecdotes de consultation, mais on va essayer de revoir les choses à la base. Donc déjà, est-ce que il y a comme ça un truc récent, une recherche récente sur l'obésité qui est sortie et que tu pourrais nous partager ? Bien évidemment, déjà pour remettre un petit peu l'AFERO au centre du débat, je me suis affilié très récemment à cette association. Ça date d'il y a que quelques mois. Pourquoi je me suis affilié ? Comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'intérêt pour la recherche scientifique, notamment dans les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 et l'obésité. Et dans une démarche de continuer à me former continuellement sur ces sujets, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant justement de m'affilier à cette association, qui a d'ailleurs
Il y a d'ailleurs eu la 40e journée d'études en début d'année à Nantes. Et il y a d'ailleurs le professeur Karine Clément qui a repris la tête de la présidence de l'association. Pourquoi je présente le professeur Clément? C'est parce que une des recherches vient de son laboratoire d'études. Okay. Mais donc voilà, c'était vraiment dans le but de continuer à me former sur le sujet. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'est très difficile de rentrer dans ce genre d'association. Donc je me sens très chanceux d'avoir été accepté. En fait, il faut un parrain pour rentrer. Okay. Donc au départ, moi je pensais que j'avais juste à payer mon affiliation et rentrer. Et en fait non, ça marche pas comme ça. J'avais d'ailleurs, ça m'avait étonné. J'avais trouvé un peu ce processus sectaire personnellement. Ça m'avait assez étonné. Et donc j'ai dû contacter un chercheur que j'avais dans mes contacts professionnels en lui disant bah voilà, j'aimerais bien rentrer. Est-ce que tu veux pas être mon parrain? Et donc c'est comme ça que je suis rentré là récemment dans cette association. Pour revenir sur les recherches récentes, donc je voulais parler de la recherche, enfin la publication du professeur Clément. Donc le professeur Clément tient un laboratoire à l'INSERM qui s'appelle Nutriomic, qui est assez connu dans le domaine de l'obésité. Son laboratoire, moi j'ai identifié 3 axes de recherche principales. Il y a tout ce qui a trait au microbiote intestinal. Il y a une partie sur comment je vais dire ça, le système endocrinien relié à l'intestin. Parce qu'il faut savoir qu'on n'y pense pas forcément, mais notre intestin sécrète aussi des hormones. En fait, grâce à son architecture particulière, l'intestin a une très grande surface au final, une très grande surface, et donc même si c'est que quelques cellules qui se trouvent au fond des cryptes des villosités intestinales, ça reste un des principaux organes sécréteurs d'hormones. Okay. Et le dernier, c'est sur le tissu adipeux. Donc, elle fait de la recherche sur le remodelage du tissu adipeux. Ça aussi, on va en parler plus tard dans le podcast sur la physiopathologie de l'obésité. Parce qu'il y a un remodelage du tissu adipeux dans cette condition pathologique. Et donc, sa recherche, elle a mis en avant le fait que un agoniste de la mélanocortine, ça va être un petit peu technique. Ouais, vas-y, je suis prête. Donc, c'est en fait ça touche en fait au système de régulation de la prise alimentaire. D'accord. Et donc cet agoniste va activer un récepteur, le récepteur de mélanocortine 4, au niveau d'un noyau de l'hypothalamus qui régule la prise alimentaire. Donc quand ce récepteur est activé, ça inhibe la prise alimentaire. Et donc, Et donc ils ont remarqué que donc la molécule qu'ils ont testée, qui est un agoniste de ce récepteur, était efficace pour traiter des patients atteints d'obésité très sévère, donc d'origine génétique. C'est souvent des obésités qui touchent en fait justement ce système de la régulation de la satiété au niveau de l'hypothalamus. Et donc eux, ils ont remarqué que cette molécule était efficace dans un traitement préventif de cette obésité chez des jeunes enfants. Donc en fait, c'est des obésités très sévères. Et donc des enfants de 5, 6, 7, 8 ans, ils sont déjà en situation d'obésité. Et donc cette molécule, en fait, actuellement, était recommandée dans le traitement de ces obésités à partir de 6 ans. Et eux, ils ont remarqué qu'il y avait déjà une efficacité à la prendre, en fait, dès la 5e année. Et que ça réduisait donc effectivement les facteurs métaboliques de l'enfant, donc ce qui est un bon point, une perte de poids, une amélioration de ces facteurs métaboliques, mais aussi que ça réduisait du coup le stress des parents. Donc ça, c'était pour sa recherche. Donc voilà, elle a montré que ce traitement pouvait être utilisé plus précocement dans le traitement de ces obésités sévères, qui sont d'origine génétique. Et la deuxième étude... Attends. J'ai des questions. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que on remarque que chez les patients obèses, la transmission il y a un dérèglement de la régulation de la prise alimentaire. Et même de la satiété. En fait, c'est le même système qui régule la prise alimentaire. Donc, les patients obèses n'ont pas les mêmes sensations. Oui.
ils peuvent pas s'arrêter de manger finalement, parce que alors on peut leur dire aux patients obèses, mangez quand vous avez faim. Mais là, c'est dans des cadres très spécifiques, parce que comme je l'ai dit, c'est des obésités génétiques et donc très sévères et qui sont en fait souvent associées à des déficiences intellectuelles et à plein d'autres anomalies de tous les systèmes, donc le système respiratoire, le système cardiovasculaire, etc. C'est par exemple l'obésité qui est appelée le syndrome de Prader-Willi. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Bah ça c'est dans ce cadre, dans le cadre de ces pathologies-là, notamment que cet agoniste de ce récepteur est utilisé. Et donc là, comme j'ai dit, elle a montré qu'il faudrait peut-être instaurer le traitement plus tôt que prévu. Et qu'est-ce que ça change? Parce que tu parlais on pouvait l'instaurer à partir de 6 ans. De 5 ans du coup, parce que avant c'était recommandé à partir de 6 ans. Voilà, donc en fait on gagne 1 an. Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que du coup il y avait quand même des effets par rapport à la composition corporelle qui étaient très intéressantes. Donc on parle de perte de poids allant jusqu'à 30 kilos. Ah oui. Parce qu'en fait ce sont des gens qui ont du mal à réguler leur appétit et donc qui ressentent pas justement la satiété et qui ont de l'hyperphagie. Donc ils mangent et du coup ils grossissent forcément. Bien sûr, je comprends, ok. Voilà. Ok, très bien. Et donc tu voulais parler d'une deuxième... Ouais, une deuxième étude pour être un peu chauvin et parce que c'est un laboratoire des Hauts-de-France. qui a sorti cette étude. Donc c'est la publication du professeur Patou de 2023. Donc celle du docteur Karine Clément, c'est de 2024. Celle du professeur Patou, c'est de 2023. Donc le professeur Patou, c'est un chirurgien au centre hospitalier universitaire de Lille, qui est aussi une équipe de recherche à l'INSERM, qui est dans différents institutions. Il fait partie par exemple du LabEx Égide, donc c'est un peu le laboratoire de référence européen sur tout ce qui est analyse génétique dans les maladies telles que le diabète, et qui est en collaboration avec l'Institut Pasteur de Lille. Et donc son équipe en fait a mis au point un algorithme sur base de machine learning qui permet de prédire la perte de poids des patients après 5 ans, post-chirurgie bariatrique après 5 ans. Donc le professeur Batou et son équipe a créé un algorithme sur base du machine learning qui permet de prédire en fait l'efficacité des chirurgies bariatriques post-opératoire à 5 ans. Et donc ça peut être intéressant puisqu'on sait que tous les patients ne réagissent pas de la même façon aux chirurgies bariatriques et que même certains patients après 5 ans reprennent du poids. Et donc l'utilisation de ce genre d'outils permettrait de savoir mieux définir quel patient serait susceptible ou non de bénéficier au mieux de l'efficacité des chirurgies bariatriques. Ok, donc il y a plein de questions au départ, c'est ça, il faut remplir et ça... Comment ils l'ont conçu? En fait, ils ont utilisé plus d'une dizaine de cohortes au niveau européen pour voir justement en fait leur prise ou non de poids à 5 ans. Et bon, j'ai pas tous les détails techniques, mais ils ont réussi du coup à créer cet algorithme qui semble du coup intéressant pour les cliniciens. Ouais. Voilà. Donc en tout cas, je voulais mettre l'accent sur 2 recherches super. qui peuvent en fait avoir un impact sur la clinique, donc chez le patient. Parce que le problème de la recherche au niveau fondamental, c'est que parfois on a du mal en fait à voir les bénéfices au niveau clinique de ces recherches. Mais là c'est pour ça que j'ai sélectionné ces 2 études-là. Ok, super intéressant. Quand on parle d'obésité, on a toujours certaines personnes ont en tête que les personnes obèses, en fait, elles sont obèses parce qu'elles mangent trop et qu'elles bougent pas assez. C'est les gros raccourcis qu'on fait tout le temps. C'est vrai. C'est fort ancré. C'est ancré et que, si on veut maigrir un petit peu, c'est pas très compliqué. En fait, il faut juste manger moins et bouger plus. Manger moins, les gros raccourcis. Bon, déjà, moi, ce que je voudrais te poser comme question, c'est déjà dans quelle mesure la génétique joue-t-elle un rôle dans l'obésité? Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. Je peux pas donner comme ça de pourcentage à l'obésité est due, je ne sais pas moi, à 20% à la génétique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a un impact.
ça a un impact, on le sait, notamment sur des études avec des jumeaux, où on voit qu'il y a 40 à 70% d'hérédité de l'obésité. On sait aussi que il y a tout le monde n'est pas égaux face à la prise de poids, notamment avec l'avancée des techniques de séquençage à haut débit. On sait qu'il y a plus d'une centaine de gènes qui peuvent être impliqués dans justement des prédispositions à développer l'obésité. Donc chez monsieur et madame tout le monde, c'est souvent il peut y avoir en fait ce qu'on appelle une obésité polygénique. Donc c'est dû à l'accumulation de plusieurs variants de gènes qui peut potentiellement favoriser l'obésité. Donc c'est des gènes qui touchent à la régulation de la prise alimentaire, à la composition corporelle, notamment la propension à créer de nouveaux adipocytes, à stocker plus facilement, etc. Que dire d'autre? Donc il y a aussi, comme je l'ai dit, des obésités qui sont génétiques mais qui sont extrêmes. Donc c'est-à-dire comme Prader-Willi, il y a le syndrome de Down, etc., où c'est des obésités très sévères, très précoces directement dès l'enfance. Et là donc malheureusement il y a quelques médicaments comme le médicament que j'ai cité tout à l'heure, l'agoniste du récepteur là, qui permet de pallier légèrement en fait à ces effets négatifs, mais il n'y a pas de traitement vu que c'est génétique. Mais en tout cas chez monsieur et madame tout le monde, faut pas se dire que c'est une fatalité et que c'est parce que voilà c'est dans nos gènes, on peut pas stabiliser la maladie. On peut stabiliser la maladie. C'est plus compliqué de revenir à un poids entre guillemets standard, enfin on va dire sain, donc dans un indice de masse corporelle entre 18,5 et 25. Ça c'est sûr, faut pas se leurrer. Quand on a dépassé les 30 kg par mètre carré de l'indice de l'IMC, ouais. C'est vrai que parfois c'est difficile de revenir en arrière. C'est comme si en fait qu'il y avait comme un thermostat mais pour le poids, où on a un poids qui est défini à la naissance et qui va varier selon notre expérience personnelle, notre environnement. Et malheureusement, quand on prend du poids, parfois c'est pas possible de revenir forcément en arrière, ou en tout cas c'est très difficile. Il y a comme s'il y avait un point de parfois de non-retour dans des situations d'obésité extrême. Et c'est pour ça d'ailleurs que malheureusement, le seul traitement actuel de l'obésité, c'est la chirurgie bariatrique. Et moi, ça me désole. Personnellement, ça me désole. Je trouve ça, je trouve ça dramatique parce que on en est à devoir retirer des parties de notre tube digestif pour justement combattre cette pathologie qui est maintenant une pandémie. L'obésité ne fait que augmenter partout dans le monde. Et même en France, la situation commence, je trouve, à être critique. Donc là, il y a 17% de la population française, sont les derniers chiffres de l'étude OBEPI, qui sont en situation d'obésité. Il y a presque un Français sur deux qui est en surpoids. Donc c'est vraiment dramatique comme situation. Et moi, je trouve même que la chirurgie bariatrique, en fait, je trouve ça presque une méthode archaïque de devoir comme ça enlever des bouts de notre corps pour être en bonne santé, entre guillemets. Ça fonctionne même pas forcément toujours à long terme. C'est ça. En fait, le seul problème, c'est qu'on connaît pas les effets à long terme. Et puis, il y a tout le problème de la prise en charge post-opératoire des chirurgies bariatriques. Souvent, ce sont des patients qui sont pas suivis. Tout à fait, oui. C'est vrai. Heureusement, maintenant, de plus en plus, on commence à se rendre compte qu'il serait peut-être intéressant de les suivre même après leur chirurgie. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces personnes qui sont atteintes d'obésité, qu'on a opérées après 20 ans, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Mais c'est vrai, on va se retrouver avec de plus en plus de seniors qui auront effectué une chirurgie bariatrique. Et est-ce que sur le long terme, ça a réellement eu des bénéfices sur leur santé? Moi, je suis pas convaincu. Et j'espère que d'ici quelques siècles, on aura d'autres alternatives et qu'on rigolera quand on verra qu'on utilisait la chirurgie bariatrique comme traitement curatif principal, quoi. Tout à l'heure, quand tu disais que
On avait comme un poids comme ça, un peu prédéfini. C'est ça, ouais. Ouais. Comment ça s'explique, ça? Comme je l'ai dit, c'est vraiment de base, dans nos gènes, on a entre guillemets un poids qui nous est propre, qui est défini presque à la naissance. Et c'est vraiment tout ce qui vient autour, donc c'est-à-dire l'éducation, l'environnement, etc. Et bien évidemment aussi le fait de vieillir, parce que quand on vieillit, on a plutôt tendance à prendre du poids qu'à en perdre, qui fait que on a un réajustement de ce poids. Et donc quand on prend des kilos, c'est parfois difficile, en tout cas quand on est dans des situations d'obésité, de revenir en arrière. Ok, c'est un peu décourageant alors pour certains patients peut-être. Il y a toujours dans les pathologies, en fait, il y a toujours un moment où la réversibilité devient de moins en moins possible. Donc une personne qui a un BMI à 40 kilos, voilà, je vais pas lui mentir, ça va être difficile de revenir à un BMI de 25. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, c'est pas parce qu'on a un IMC à 30 qu'on peut pas revenir à 25, par exemple. Il y a vraiment dans la pathologie, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un moment où on peut plus revenir en arrière, mais avant ce seuil-là, on peut encore revenir à un état stable et sain. Oui, ok. Ok. Bon, on va faire un petit point un peu physiopathologique là. Quels sont les mécanismes, d'un point de vue physiopathologique, qui peuvent conduire à l'obésité? Alors, déjà, je vais peut-être rappeler la définition de l'obésité selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est une accumulation excessive de masse grasse qui a des effets délétères pour l'organisme. C'est important de préciser des effets délétères parce que il existe, par exemple, des personnes qui sont considérées avec un IMC supérieur à 30, donc qui sont considérées comme obèses, qui n'ont pas forcément de problème métabolique. C'est ce qu'on appelle un peu les obèses métaboliquement sains. Et où je voulais en venir. Tu parlais de la définition de l'obésité selon l'OMS. Donc c'est important en fait de préciser que cette accumulation de masse grasse provoque des effets délétères. La masse grasse en soi ne provoque pas d'effets délétères, c'est vraiment les conséquences de cette accumulation excessive qui provoquent les effets délétères. Pour parler plus précisément de la physiopathologie de l'obésité, donc il y a un peu comme j'ai dit tout à l'heure, il y a parfois des dérèglements de la régulation de la prise alimentaire qui peuvent intervenir. Donc on a remarqué que chez les patients obèses, on avait une moins bonne capacité à justement savoir quand on avait faim, quand est-ce qu'on avait atteint la satiété, etc. Et ça, c'est expliqué par des vrais mécanismes au niveau physiopathologique, donc dans les circuits de la prise alimentaire. C'est assez technique à expliquer, donc je sais pas si tu veux que j'en dise un mot. Je pense que c'est bien là. C'est bien. Je pense que j'ai bien compris. Ok. Ensuite, il y a l'insulinorésistance. Ouais. Je pense que c'est la conséquence de l'obésité qui est le plus connue des professionnels de santé par rapport à l'obésité. Donc c'est le fait que justement le corps perd cette sensibilité à l'insuline, qui est une hormone primordiale, notamment dans l'homéostasie du glucose, mais c'est aussi une hormone anabolisante, donc qui permet la synthèse de protéines et la synthèse de triglycérides qui seront eux-mêmes stockés dans les adipocytes. Il y a aussi le mécanisme de leptinorésistance qui rejoint justement cette régulation de la prise alimentaire. Donc pour être bref, la leptine, c'est une hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux et donc qui est proportionnelle à son taux de masse grasse. C'est pour ça qu'on a une leptinorésistance chez les obèses, parce que ils en sécrètent tellement qu'à un moment donné, comme l'insuline, le corps dit stop. Et donc la leptine, ça va interagir au niveau de l'hypothalamus pour inhiber la prise alimentaire. Au niveau physiopathologique, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Attendez, je réfléchis. Hein. Ouais. Donc tu as parlé de l'insulinorésistance, la leptinorésistance, voilà. Maladie cardiovasculaire.
Bah, tout ça, en fait, c'est des conséquences de l'obésité. C'est pas comment l'obésité apparaît. Donc effectivement, l'obésité, ça induit tout un tas de complications et de ce qu'on appelle des comorbidités ou des pathologies associées. Donc effectivement, quand on est obèse, on a plus de chances d'être diabétique de type 2, d'avoir des problèmes cardiovasculaires, donc de l'athérosclérose. C'est une couche lipidique dans les parois des vaisseaux sanguins qui à terme peut se boucher les artères ou se détacher et faire des embolies pulmonaires ou des infarctus du myocarde, etc. Je pense qu'il est important de préciser, c'est que l'obésité, ça touche vraiment tous les organes. Je pense que ça, c'est essentiel de le dire parce que on pourrait se dire mais c'est qu'un problème de tissu adipeux, mais au final ça touche vraiment tout le corps et on peut aussi citer par exemple les maladies du foie gras, donc ce qu'on appelle maintenant les MALFT, donc c'est les Metabolic Associated Fatty Liver Disease. En anglais super. Pourquoi on les appelle maintenant comme ça? Parce qu'avant on les appelait les NALFT, donc No Alcoholic Fatty Liver Disease, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les patients buvaient quand même de l'alcool. Puisque tu sais, on disait, ben voilà, non, c'est pas dû à l'alcool, puisqu'il y a des problèmes de foie qui sont dus à l'alcool. Et on se disait, mais finalement, en fait, quand on fait l'anamnèse alimentaire des patients, ils consommaient toujours un petit peu d'alcool. Et donc, on a plutôt associé ça à tout ce qui est syndrome métabolique. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on appelle ça les maladies du foie gras associées à ces pathologies métaboliques. Mais ça touche aussi le rein, ça peut toucher du coup le système ostéo-articulaire, ça touche au muscle squelettique qui est moins puissant, puisqu'en fait du coup, comme le corps n'arrive plus en fait à stocker les réserves stocker les matières grasses, les lipides dans les adipocytes, il va commencer à les stocker de manière anarchique. C'est ce qu'on appelle une accumulation ectopique. Donc au sein des viscères, donc autour des organes, etc. Et donc c'est ce qui provoque notamment les problèmes les conséquences de l'obésité, vu que du coup ces organes vont moins bien fonctionner. Et donc c'est pour ça qu'on dit que ça touche tous les organes. On peut retrouver donc dans l'obésité ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, qui va justement toucher ce tissu adipeux, vu que ça crée un remodelage. Il y aura l'apparition en fait d'un tissu fibrotique. Donc c'est comme un tissu cicatriciel au niveau des adipocytes et qui explique en partie la résistance à la perte de poids. Et c'est ce qui peut expliquer que voilà, quand on a atteint un certain poids, parfois c'est difficile de revenir en arrière parce qu'à cause de cette inflammation de bas grade, il y a présence de fibrose et la fibrose, alimente aussi l'inflammation de bas grade. Et donc, il y a une résistance au niveau de la perte de poids. Et d'ailleurs, ça, c'est le professeur Clément qui l'a beaucoup étudié, ce remodelage du tissu adipeux et de cette fibrose du tissu adipeux. Mais voilà, après, ça touche tellement tous les domaines. Il y a maintenant de plus en plus, voilà, avec la recherche sur le microbiote, on se rend compte que le microbiote des personnes obèses est différent du microbiote de personnes considérées comme saines. Il y a notamment le professeur Cani, donc de l'UC Louvain, avec ses collaborateurs, le professeur Dezen, etc., qui ont été les premiers à mettre en avant que avec un microbiote d'obèse, on pouvait avoir ce qu'on appelle comment on peut dire ça, je perds mes mots. Quand je vais dire une porosité au niveau de notre intestin qui faisait que beaucoup de toxines, de bactéries, en fait, pouvaient atterrir dans notre sang et donc favoriser aussi cette inflammation de bas grade. Donc voilà, le microbiote pourrait jouer aussi un rôle dans l'obésité, notamment aussi en sélectionnant préférentiellement certains aliments, etc. Enfin, c'est vraiment tout un monde, le microbiote, et ça, c'est associé avec quasiment toutes les pathologies de nos jours, donc c'est un peu dur de savoir distinguer le vrai du faux, mais en tout cas ça a aussi son rôle à jouer dans l'obésité, en plus de l'inflammation de bas grade, en plus de cette fibrose du tissu adipeux, et voilà, donc c'est très complexe. Moi je suis toujours c'est fascinant mais c'est vertigineux.
Et oui, complètement. Et donc, c'est bien pour ça qu'on dit que c'est une maladie. Hein, C'est ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est une maladie chronique. En tout cas, qui est considérée comme chronique par la majorité des scientifiques. C'est pas forcément le cas. Ça, ça m'a surpris quand, en tout cas, j'avais entendu ce discours un peu opposé à celui qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas dans les cursus académiques classiques. En tout cas, dans les miens, on m'a toujours dit l'obésité, c'est une maladie chronique, et si on disait le contraire, on avait juste une mauvaise note aux évaluations. Mais là, j'avais eu la chance de participer à un congrès sur l'île, justement du LabEx Égide, et il y avait un professeur issu de King's College de London, le professeur Rubino, il me semble, qui justement mettait en avant le fait que c'était pas forcément un consensus au sein de la communauté scientifique, et que c'est pour cette raison que le Heat Lancet, qui est une revue de référence dans les recherches, enfin dans la recherche, avait engagé en fait des leaders dans le monde de la recherche sur l'obésité pour réussir à trouver un consensus sur comment mieux définir l'obésité de manière clinique. Parce qu'on se rend compte que définir l'obésité que par l'IMC, ce qui est le cas actuellement, on dit que pour être obèse, il faut avoir un IMC supérieur à 30, en fait, c'était trop réducteur, et que c'était difficile de savoir si finalement l'obésité, ce serait pas plutôt, un facteur de risque, plutôt qu'une maladie. Et donc là, il y a eu les conclusions qui sont sorties, et d'après ce groupe de travail, ce serait en fait les deux. Ce serait une maladie chronique qui favorise donc les autres pathologies. Okay. Voilà. C'était pour la petite digression. Ouais, ok. ok. Mais comme tu dis, en fait, c'est vertigineux parce que même nous, en tant que diète, je veux dire, quand on a un patient obèse... moi, j'irais plus loin. Même en tant que chercheur, même en tant que professeur, même en tant que médecin, en fait, on se rend compte au plus on creuse que on connaît pas en fait le corps humain. C'est affolant. Moi, de par mes cursus académiques, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup d'étudiants en médecine, que ce soit dans leur début de leur cursus, mais aussi quand ils faisaient leurs internats. J'ai eu l'occasion de parler avec des chercheurs, avec des professeurs, qu'ils soient médecins ou non, des cliniciens. Et en fait, tous me disent, mais on comprend pas en fait le corps humain. C'est tellement complexe. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Parce que nous, en fait, on aime bien, en tant qu'humain, tout segmenter, tout séparer. Mais il faut savoir que on a un organisme à part entière, et que toutes ces cellules communiquent entre elles, et c'est parfois difficile de faire la part des choses dans les réponses, puisque quand on a un stimuli pour un organe, en fait on a un stimuli pour tout le corps, vu que les organes communiquent entre eux. Et moi je trouve ça merveilleux, mais aussi effrayant de se dire en fait on sait pas, quoi. C'est ça, on sait pas. Et puis du coup, on est quand même un peu limité aussi dans ce qu'on peut proposer, parce que tu vois, je rebondis sur l'une des premières choses que tu as dites, à savoir qu'il y a un dérèglement de la prise alimentaire. Oui, ok. Ok, donc tous nos conseils alors déjà, j'allais te poser la question de l'alimentation intuitive. On peut en parler, il n'y a pas de souci. On va en parler. Donc, ce grand courant qui dit qu'il faut manger selon ses sensations alimentaires, et qu'il faut manger quand on a faim, ne pas manger quand on n'a pas faim, s'arrêter de manger quand on n'a plus faim, et que le corps, entre guillemets, sait ce dont il a besoin, etc. Et là... ça, c'est justement, c'est pour ça qu'il faut mettre des réserves sur ce genre d'approche. Oui. Moi, personnellement, je ne la conseillerais pas. J'ai quand même fait quelques recherches rapidement sur le sujet. Ça semble quand même avoir des effets prometteurs, mais la recherche est clairement pas assez avancée pour dire favoriser l'alimentation intuitive pour stabiliser ou perdre du poids chez des personnes obèses, en sachant, comme j'ai dit, que donc c'est pas forcément chez tous les obèses, mais il y a des patients qui ont des dérèglements de la prise alimentaire. Ouais. Oui, donc, oui. C'est bien de dire aux patients, écoutez vos sensations alimentaires, mais si ils arrivent même pas eux-mêmes à définir leurs sensations alimentaires, d'ailleurs ça peut être un travail de certains diététiciens de justement travailler sur les sensations alimentaires. Mais c'est difficile de dire
allez-y, mangez quand vous avez envie. Arrêtez-vous donc quand vous n'avez plus faim. C'est très délicat en fait de se positionner actuellement sur la question, mais personnellement, je le recommanderais pas en première intention en tout cas. De toute façon, en première intention pour la prise en charge de l'obésité, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Donc tout ce qui est même attrait à l'hygiène de vie de manière globale, donc améliorer le sommeil, si possible, diminuer le stress. Ensuite, c'est faire un peu plus d'activité physique, être un peu moins sédentaire, essayer de respecter une alimentation saine, variée, équilibrée. Donc typiquement ce qu'on appelle dans la recherche scientifique le régime méditerranéen, qui est on l'appelle régime méditerranéen, mais ça aussi c'est une aberration, je trouve d'ailleurs. Oui, pourquoi ? Parce qu'au final, c'est juste une alimentation saine et équilibrée, et même si historiquement ça a été mis en avant dans la Méditerranée, l'huile d'olive, etc. Voilà, c'est ça. Au final, c'est peut-être le régime méditerranéen des années 70-80, mais maintenant, il y a plus de régime méditerranéen comme on l'entend, en tout cas dans les recommandations diététiques. Donc, c'est-à-dire riche en fruits, en légumes, avec de l'huile d'olive, des poissons gras, de la viande maigre. Ça c'est juste en fait pour moi une alimentation saine et équilibrée. Et puis basta en fait. Pourquoi mettre un nom comme ça en plus qui désigne une localisation où au final ce régime se fait même plus dans cette région? Je trouve ça un petit peu dommage, surtout qu'en plus ça donne toujours l'idée qu'il y a des régimes miracles ou oui, tu le vois comme ça. Je le vois comme ça. Ok. Parce que justement, on doit dire aux gens qu'il n'y a pas de régime miracle. Tous ces régimes intermittents, régimes cétogènes, paléolithiques, tout ça, c'est tout n'est pas acheté, mais c'est principalement c'est du bullshit, quoi. Je pense qu'on va dire les termes. On va dire les termes, c'est pas forcément recommandé pour perdre du poids. Mais et je sais plus où on en était. Ouais, justement, tu vois, quand on parle de perte de poids, parce que malgré tout, quand on a des patients obèses, c'est ce qui va être recherché. Alors, pas que. Mais... Ah oui, c'est ça, j'étais en train de dire, voilà, donc les recommandations hygiéno-diététiques. Ensuite, quand ça marche pas... Je coupe, quand tu parles des recommandations hygiéno-diététiques, ok... c'est les messages un peu bateaux. Fruits et légumes, les protéines, etc. Est-ce que tu penses que pour un patient obèse, il faut quantifier ? Moi, je pense pas qu'il faille quantifier. Je suis plutôt partisan du fait de se dire, allez, on va d'abord revoir la qualité de l'alimentation en premier lieu. Déjà, parce que comme ça, il aura un meilleur apport en micronutriments, donc vitamines, oligo-éléments, etc. Donc d'office, ça peut être que bénéfique pour lui. Ensuite, parfois, le fait d'améliorer la qualité de l'alimentation, ça va faciliter la sensation de satiété. Parce que par exemple, si on passe à des céréales complètes, pour l'apport en fibres, voilà, ça va d'office être plus rassasiant de manger des céréales complètes, du pain complet, etc., que des pâtes blanches, du pain blanc, etc. Et donc, en fait, bien souvent, naturellement, en améliorant leur qualité, ils vont adapter les quantités. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Enfin, en tout cas, moi, c'était notamment ce que Pierre Garin m'avait dit avec un de ses patients. Il avait d'abord regardé la qualité et en fait, de lui-même, comme c'était plus rassasiant comme alimentation, ça avait, le patient avait adapté ses quantités et donc au final il avait réussi à perdre du poids. Mais bon, c'était pas dans le cadre d'une obésité extrême. Okay. Et donc après, malheureusement, quand tout ça échoue, actuellement, principalement, c'est la chirurgie bariatrique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Mon souhait, c'est vraiment que dans 200, 300, 400 ans, on regarde en arrière et puis on rigole un petit peu de notre système de soins, comme nous, on peut rigoler de certaines pratiques qui se faisaient auparavant, comme l'utilisation de sangsues, etc., où on peut peut-être avoir un petit fou rire en y repensant. Moi, je le souhaite vraiment, parce qu'en tout cas, au niveau pharmacologique, donc les médicaments... au final, il y a très peu de molécules qui sont efficaces et safe pour les patients. On va peut-être en reparler après. Il y a quand même du nouveau de ce côté-là, mais c'est pas la. J'en parle maintenant, mais de toute façon, j'allais dire, c'est pas la panacée dans tous les cas. Donc le traitement qu'on parle, c'est en fait un analogue du GLP-1, donc le glucagon-like peptide 1.
qui est sécrété justement par l'intestin et qui permet d'avoir un effet incrétine, donc c'est-à-dire qui stimule la production d'insuline, donc ça améliore à la base l'homéostasie glycédique en première intention, et donc c'était dans ce cadre-là que ce traitement était utilisé à la base, parce que c'est un antidiabétique. Et on a remarqué donc avec des recherches récentes, des études cliniques récentes, que ça avait également un impact sur la prise alimentaire, et donc que ça pouvait être utilisé dans le cadre de l'obésité avec une diminution du coup une perte de poids de ces patients sous traitement. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, c'est efficace, donc ça marche, mais ça va pas faire passer le patient obèse à moins 30 kilos, quoi. C'est peut-être 10 kilos en moins ou 5 kilos en moins, mais c'est pas la panacée, et ça reste à utiliser en collaboration avec d'autres approches, notamment hygiéno-diététiques. Ok, parce que le patient... En tout cas, c'est pas assez efficace pour faire perdre 30, 40, 50 kilos. Et est-ce que le patient, il se dirait pas, allez, moi, avec 5 ou 10 kilos, je suis déjà content Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut utiliser toutes les approches qu'on a à notre disposition. Donc, les conseils hygiéno-diététiques, ce genre de traitement, et en dernière intention, la chirurgie bariatrique. Mais vraiment en dernière intention, s'il vous plaît. Donc, premier, mesure hygiéno-diététique. 2, ça peut être ce médicament, le médicament dont tu parles. Et 3, la chirurgie, Mais on a un problème avec ce médicament, c'est comme je l'ai dit, c'est à la base un médicament qui est recommandé pour les diabétiques. Et le problème, c'est qu'actuellement, la production de ce médicament, donc de cet analogue du GLP-1, n'est pas suffisante déjà pour les patients atteints de diabète. Et donc, comment on fait ? Ça pose un vrai débat éthique, dans le sens, qui peut bénéficier de ce traitement, parce qu'il marche dans les deux pathologies. Alors, est-ce que... Et l'augmentation de la production... c'est pas prévu ? C'est prévu. C'est prévu, il y a des usines qui vont ouvrir, même en France, notamment. Mais le temps de couvrir la demande, ça va prendre des années. Hein. On n'est pas encore prêt à avoir ce médicament systématiquement prescrit pour les patients obèses. Puisque je pense que du coup, comme l'utilisation de ce médicament est déjà réservée aux diabétiques de type 2, ça m'étonnerait que dans les 5 ans, ce soit prescrit aussi pour les patients obèses. Je pense que ça reste encore à l'état aussi de recherche clinique. Donc c'est surtout utilisé pour des cohortes de patients qui font de la recherche dans la clinique. Ok. Mais ouais, ça pose vraiment un vrai problème éthique de savoir à qui on donne ce médicament. Mais après, comme je l'ai dit, c'est pas la panacée. On va pas traiter leur obésité en fait avec ce médicament. Moi, je reste convaincu que les approches exclusivement pharmacologiques sont vouées à l'échec dans le monde dans le cadre du traitement de l'obésité. Je pense que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que quand on prend en charge des patients obèses, il y a toutes les mesures hygiéno-diététiques dont on a parlé, dont on parle dans tous les podcasts. Il y a aussi, ce qui est peut-être un peu négligé, c'est l'aspect santé mentale. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, que les patients obèses sont susceptibles de plus être atteints de dépression, troubles de l'humeur, etc. C'est bien que tu le précises, parce que voilà. Non, mais c'est hyper important. Non, mais moi, t'as tout à fait raison. On voit au quotidien aussi que. Moi, j'ai certains patients obèses qui me disent, quand ils vont chez le médecin rappelle de manière plus ou moins bienveillante qu'ils sont obèses, qui me disent, en fait, je le sais. Et je le sais, et me le dire une 21e fois, ça ne changera pas le fait que je suis obèse et que je le sais et que j'en souffre, mais voilà, donc c'est vrai qu'ils ont besoin aussi... C'est vrai. On peut aussi en parler, du problème de la grossophobie de notre société. Ouais. Les personnes obèses sont pratiquement systématiquement stigmatisées comme étant moins compétents. Ils ont plus de difficultés à avoir des jobs importants où leurs compétences sont mises en valeur. Ils sont moins courageux. C'est un vrai problème. Ça, et puis parler aussi de...
tout l'aspect relation à la nourriture, comportement alimentaire, etc. Parce que... Ouais, c'est aussi bien de rappeler qu'effectivement, donc, ce sont pas des personnes fainéantes, Non. qu'il y a des obèses qui sont, enfin, des patients obèses, pardon, qui sont très actifs, donc qui font du sport, qui essayent d'adapter leur alimentation, mais comme je l'ai dit, il y a parfois une résistance du corps à la perte du poids dans certains cas, qui fait que c'est compliqué en fait de maigrir et de maintenir ce poids, parce que on peut faire des régimes extrémistes, donc très très faibles en calories, mais le problème c'est qu'est-ce qui se passe après. Souvent c'est l'effet yo-yo, parce qu'on a accumulé de la frustration, et donc on va commencer à remanger n'importe quoi parce que voilà, on est frustré, et que c'est l'alimentation est aussi associée, enfin c'est pas que un, comment je vais dire ça, ça ne sert pas que à s'alimenter dans notre, enfin, ça a un aspect culturel aussi, ça a un aspect de plaisir, et donc forcément se restreindre à longueur de journée, à un moment donné on va craquer, tout simplement. Et donc ça va favoriser l'effet yo-yo, donc un regain de poids qui peut parfois être plus important que le poids qu'ils avaient au départ avant de faire le régime, etc. Et donc c'est pour ça en fait, c'est une pathologie chronique complexe. Les patients doivent être pris en charge par une approche multidisciplinaire. Ouais. Maintenant, il existe de plus en plus des centres intégrés de l'obésité un peu partout en France. Donc voilà, si vraiment on n'arrive pas avec les mesures hygiéno-diététiques de base, on peut essayer, pourquoi pas, de se faire suivre dans un de ces centres où il y aura un médecin, un psychologue, un diététicien, peut-être un coach sportif qui va vraiment participer en fait avec le patient à une prise en charge optimale. Ouais, tout à fait. Est-ce que nous, diététiciens, on peut agir de manière préventive ? Alors, agir de manière préventive, bien sûr qu'on peut agir de manière préventive. Pourquoi on pourrait pas ? Eh ben oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je pense que c'est super important qu'il y ait de plus en plus de diététiciens qui fassent de la promotion de la santé, et notamment de l'éducation nutritionnelle auprès d'un jeune public, donc directement faire des ateliers ou dans les classes en fait, et même pourquoi pas aussi intégrer les cuisines de collectivité des établissements scolaires. Donc je pense qu'on a vraiment un vrai rôle à jouer à ce niveau-là, parce qu'il y en a très peu au final. Enfin, en tout cas moi personnellement j'en connais pas de diététiciens qui interviennent dans des écoles qui font parce que maintenant on a quand même la chance dans l'éducation nationale d'avoir un aspect un petit peu alimentation, même si ça reste basique. En tout cas, on présente la pyramide alimentaire aux enfants, etc. Mais moi, je pense que c'est important aussi que des vrais professionnels de la santé qui sont normalement considérés comme experts en nutrition viennent, je veux dire, directement dans les classes et enseigner, cette discipline et les messages de prévention. Donc, essayer quand même de favoriser une bonne alimentation équilibrée, variée, saine. De faire un peu plus d'activité physique, d'être moins sédentaire. C'est vrai qu'on est très sédentaire, et ça, moi, je pense que c'est une des causes aussi de l'obésité. J'ai vraiment l'impression parfois que l'obésité, c'est presque un problème sociétal. C'est-à-dire que c'est vraiment le fonctionnement de notre société qui pousse les gens, en fait, à être malades. Parce que, donc, comme je l'ai rappelé, l'obésité a triplé en moins de 50 ans. Et donc, je peux pas expliquer ça autrement que par le fait que on s'est trompé en essayant de favoriser cette société de consommation et à favoriser à tout prix le capital. Je dis pas qu'il faut être communiste, loin de là, mais je pense que cette société qui est liée au service, donc de plus en plus avoir des jobs de bureau, ou en tout cas où on est moins actif, ça participe à l'obésité. Et il y a plein d'autres choses, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais maintenant on sait que notre environnement est obésogène. C'est-à-dire que on a des polluants qui sont partout sur Terre, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui favorisent en fait la prise de poids, par exemple. On sait aussi que selon où on vit,
donc la ville, le quartier, etc., ça peut avoir un impact sur notre indice de masse corporelle. Donc il y avait notamment une étude qui avait montré que si dans un rayon de 15-20 km autour de notre domicile, il y avait beaucoup de fast-food, on avait plus de chances d'avoir un IMC plus élevé. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font que il y a des choses à changer, même au niveau sociétal, je pense. Ça va même plus loin que les systèmes de soins. Ouais. Alors, tu vois, moi, je suis un peu plus mitigée, enfin, peut-être un peu plus nuancée que toi sur ce sujet, parce que, bah voilà, donc c'est sûr parce qu'avec l'abondance... Il y a une surabondance, etc. De l'offre alimentaire, l'essor des aliments ultra transformés. Des densités énergétiques dans des petites quantités, des petits volumes. Ça, c'est sûr. D'un autre côté, l'accès à l'information maintenant, il est quand même un peu plus facile qu'avant, donc on peut aussi s'intéresser, se documenter. Oui, tout à fait. Mais l'accès aux salles de sport est plus facile aussi qu'avant, je pense. C'est vrai. Avec, on va pas le citer, mais voilà, il y a une grande chaîne qui est un peu partout maintenant. Ouais. Et donc, tu vois, je me dis aussi, parce que moi, je suis la première à le problème, c'est est-ce que justement, on n'a pas trop d'informations? Ah oui, alors maintenant, il faut développer l'esprit critique chez les gens. Ça aussi. Et est-ce que ces informations sont de qualité? Ouais. Ça, on en vient à un autre problème, le problème des réseaux sociaux. Ouais. Où justement, on a de plus en plus d'influenceurs qui se disent experts en nutrition et qui, au final, font plus de mal que de bien en donnant des conseils totalement aberrants. Oui, il faut développer l'esprit critique des gens, ça c'est évident, mais aussi se dire... Parce que maintenant, les patients, donc, qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, vont plus croire leur influenceur que leur médecin. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Ah non, et c'est là que moi je pense que pour le coup, on a une vraie carte à jouer, nous. Moi, je le vis au quotidien avec mes patients, de remettre les bases, les fondements, de toute façon, tout ce qu'on disait sur les mesures hygiéno-diététiques, en disant voilà, mangez bien vos fruits et légumes, essayez d'en ajouter, qu'ils soient frais, surgelés, en conserve. On pense que c'est compliqué, mais au final, les messages clés sont très simples. Ouais, c'est ça. Très simples et facilement applicables. Mais c'est vrai que... je pense aussi que c'est à nuancer, mais que maintenant on peut aussi faire du sport plus facilement, aller marcher, être actif, même si on est sédentaire au boulot, en fait. C'est ça, et c'est quand même une grosse partie de notre temps. Ouais. Peut-être aussi avec tout ce qui est Nutri-Score, nous aider à faire les choix qui sont... Le Nutri-Score, c'est aussi un autre sujet. Là, tu pourrais presque refaire un podcast, je pense, sur Nutri-Score. J'ai envie d'en faire un avec, je sais pas s'il y a un message à faire passer, mais j'aimerais bien avoir Serge Esberg qui viendrait expliquer toute son histoire avec le Nutri-Score. Mais gros débat, le Nutri-Score. Ouais. Personnellement, moi, je suis pas pro Nutri-Score. Ah ouais. Je suis pas contre. Je vais quand même en parler un petit peu, mais je suis pas contre le Nutri-Score, mais je pense qu'il doit encore être amélioré pour être vraiment un indice fiable, 100% fiable et auquel les gens peuvent se rattacher. Mais ça, c'est pour un autre podcast. Ouais, et puis en plus, on en parlait dans le podcast avec Clément. Et il a partagé son avis lui aussi. Donc on en a déjà parlé au préalable, ouais. Ok, bon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce qu'on a traité un peu tout ce que tu voulais dire ? Je pense qu'on a déjà bien discuté. Aussi, ouais. Je sais pas si toi, tu as encore d'autres questions ou... Non, on en a parlé, mais c'est vrai que moi, j'aime bien aussi... Enfin, j'aime bien. J'en parle souvent avec mes patients quand on parle de perte de poids, de reprise de poids, etc. Parler des adipocytes, comme on le disait, qui se multiplient. Donc, j'explique bien à mes patients que les cellules graisseuses, elles se remplissent, puis une fois qu'elles sont remplies, elles se multiplient, mais que une fois qu'on veut perdre du poids, elles ont beau se vider, elles vont quand même rester là. Ce qui peut aussi favoriser une reprise de poids plus rapide. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et que, en fait, il faut prendre tout ça en compte et que, l'obésité, ça a des conséquences aussi très long terme, quoi. Donc, c'est ça, ça a vraiment des conséquences au long cours et faut pas banaliser le fait de prendre du poids. Ouais, en tout cas. Et c'est vrai que comme on l'a dit, on n'est pas tous égaux
avec justement sa composition corporelle, mais en tout cas, il y a moyen. Ouais, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est vraiment le message clé. Ouais. C'est pas une fatalité. On n'est pas tous voués à être obèses. Mais il faut en tout cas se réveiller parce que la situation là est dramatique actuellement. C'est ça, et puis pour conclure sur une note quand même plus joyeuse et positive aussi. Peut-être un peu trop alarmiste. De dire que il y a des diététiciens, des professionnels de santé qui peuvent prendre en charge tout ça, que il faut si on est faut se faire accompagner dans tous les cas. Si on est en obésité, que la situation ou même en surpoids, parce surpoids, que dès le surpoids, en fait, on a déjà des complications. C'est juste que c'est insidieux parce qu'on n'a pas de symptômes. Ouais. Mais une personne en surpoids a déjà des effets sur sa tension, a déjà des effets sur son métabolisme. De taille aussi qui peut augmenter. Et donc, quand même dire aussi que, voilà, il ne faut pas rester seul face à ça, qu'il y a des solutions qui existent, qu'il y a des actions qui peuvent être mises en place et déjà avoir un impact qui va se mesurer. Ça, c'est ce que j'aime bien dire à mes patients aussi, en leur disant s'il n'y a pas que la perte de poids, mais il y a aussi plein d'autres choses qui vont s'améliorer dans votre vie. Si on arrive à les stabiliser, c'est déjà beau. Voilà. Et puis, surtout ne pas se décourager, ne pas dire que c'est une fatalité et de dire qu'on va rester comme ça, qu'on va rester malheureux toute sa vie. Voilà. Donc, surtout pas. Surtout pas. Sinon, voilà. C'est comme ça qu'on coule aussi. Hein. Donc voilà, si certaines personnes écoutent ce podcast et sont un peu découragées, ne vous découragez pas. Qui se tournent vers des personnes compétentes pour les accompagner, c'est le plus important. Qui vont aussi, qui n'hésitent pas à se faire accompagner sur le plan surtout empathiques et qui vont écouter leur histoire. Exactement. Voilà. Bon, écoute, Arthur, merci beaucoup. Est-ce que tu veux parler de ton podcast ? Comme ça, on pourra mettre le lien dans la description. Si tu m'en donnes l'occasion, avec plaisir. Donc, moi, je tiens un podcast également qui s'appelle Nutrition Sporesse, donc qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcasts habituels, donc Spotify, Apple Podcast, Amazon Music Podcast, etc. Et j'interviewe des professionnels de santé. Quand j'en ai l'occasion, j'interviewe des chercheurs ou des professeurs dans le domaine. J'ai notamment interviewé le professeur Cani. Là, plus récemment, j'ai essayé d'inclure aussi des témoignages patients. Okay. Donc, j'ai eu là les 2 podcasts où j'avais une patiente qui souffrait d'anorexie mentale, qui nous a partagé un peu son témoignage. Et ensuite, j'ai eu une patiente qui était justement atteinte d'obésité. Donc, ça peut parfaitement compléter ce podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à regarder, à me faire un retour. Et voilà, je te remercie pour ton invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi.